fait, moi, je vais vous faire part de mon rapport d'étonnement, puisque c'était un petit peu la commande, hein, et vous dire les points que j'ai notés, que je retiens de ces 2 jours. Le premier point, c'est que, bon, c'est un constat, mais en introduction, je constate que vous formez un mouvement et un futur réseau, je pense, ça a été dit tout à l'heure, de collectivité. C'est un mouvement qui est très diversifié, c'est-à-dire qu'au-delà de l'intitulé des fermes municipales, effectivement, au niveau des types de collectivités, on voit bien qu'il y a des départements qui sont engagés, il peut y avoir des EPCI qui sont engagés au-delà de la simple commune. Et ce qui me semble intéressant, c'est que vous couvrez au niveau territorial à la fois effectivement des périmètres de métropole, d'agglomération, de communautés de communes. Et donc vous êtes à la fois présent dans les espaces urbains, périurbains, mais aussi ruraux. Donc vous couvrez effectivement une diversité de types de territoires. Et pour moi, c'est un point fort. Le deuxième point, j'en ai un petit peu parlé hier midi, c'est que dans un paysage de mondes agricoles au pluriel qui est très très fragmenté et de plus en plus fragmenté en France aujourd'hui, à tel point qu'il y a des sociologues qui ont distingué trois grandes polarités, 3 grands pôles d'organisation du travail en agriculture aujourd'hui, à savoir l'agriculture de firme, l'agriculture familiale qui constitue en fait le gros ensemble hétérogène au milieu, et puis enfin un 3e pôle qu'ils avaient intitulé les micro-fermes. Eh bien, je m'aperçois qu'il y a aussi de nouveaux modèles au travers donc, des fermes municipales ou des fermes de collectivités qui permettent d'apporter une contribution originale quant à la question de l'organisation du travail pour la production agricole et la production nourricière. Donc, pour moi, c'est un fait intéressant. Pour mémoire, pour ceux qui connaissent, moi j'avais visité il y a plus d'une dizaine d'années une micro-ferme en Normandie qui s'appelle la ferme du Bec-et-Loing. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je pense quand même. Hein. Bon, c'était il y a plus d'une dizaine d'années, je l'avais visité, et puis c'était au moment où il y avait quelques chercheurs qui commençaient à s'intéresser à ce fait social des micro-fermes. Il y avait notamment des chercheurs d'AgroParisTech qui avaient publié quelques papiers là-dessus. Notamment avec une focale sur l'efficacité, on va dire, la productivité de ces micro-fermes, ramenée non plus à l'hectare, mais au mètre carré. Hein. C'est au mètre carré à cette échelle-ci. Mais bon, les travaux avaient montré quand même qu'il y avait une question qui se posait quand même sur la quantité de travail, sur la main-d'œuvre qui était requise pour alimenter en fait les consommateurs. Donc il y avait quand même un point noir, entre guillemets, sur la quantité de travail, la main-d'œuvre, et notamment bénévole, qui était requise pour pouvoir que ça fonctionne à la fin, sachant que sur ce type de ferme, il y avait aussi des revenus externes qui permettaient effectivement d'équilibrer les bilans par rapport à la formation, donc les formations à la permaculture, etc. Donc voilà, je ferme la parenthèse, mais finalement, je me rends compte effectivement que dans beaucoup d'expériences, enfin, je ne vais pas qualifier vos expériences de micro-fermes, c'est pas ça que je veux dire, mais je trouve une suite, une réflexion et une concrétisation plus aboutie via l'implication des collectivités dans ces nouveaux modèles. Donc c'est une brique, c'est une contribution à la réorganisation du travail pour la fonction nourricière qui me semble important. Et si je dis ça, c'est que je pense qu'il y aurait peut-être besoin je pense que ce serait utile d'avoir des travaux de recherche, de mener des travaux de recherche sur la réorganisation effectivement des formes du travail dans vos nombreux exemples. Je pense que ça pourrait intéresser la recherche. L'autre point que je retiens, ça a été dit à l'instant tout à l'heure, ça porte sur l'accompagnement technique de vos démarches pour déployer donc, les fermes de collectivité, parce qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes référentiels finalement en matière d'unité de compétences que les référentiels classiques que l'on connaît dans l'enseignement agricole en particulier. Et je pense que là, il y a matière effectivement à réflexion sur les compétences requises finalement pour former de futurs maraîchers, de futurs on va dire, régisseurs de fermes municipales par exemple, puisqu'on n'est plus tout à fait dans le cadre de travailleurs indépendants non salariés. Donc
les projets économiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc je pense qu'il y a des choses à voir sans forcément aller vers un brevet professionnel de responsable de ferme municipale. Mais il pourrait y avoir effectivement des ajouts, des ajustements plutôt au BPREA que vous connaissez par ailleurs, le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Le point suivant, ça porte sur la politique agricole, alimentaire. J'étais étonné finalement, vous avez pas mal parlé de la PAC, de la politique agricole commune. Mais en fait, je voudrais vous dire qu'à la base, ce que vous faites déjà à votre niveau, ce sont des exemples de PAC, mais au sens de politique agricole et alimentaire communale. Donc, vous êtes déjà impliqués, enfin, les élus que vous êtes et les collectivités que vous représentez, finalement, se sont déjà engagés dans ce que j'appelle des politiques agricoles, alimentaires communales, parce qu'il y en a quelques-unes en France explicitement comme ça. Et les fermes municipales ou des fermes de collectivités sont un des leviers, effectivement, pour concrétiser, pour déployer les activités de mise en production et de distribution des denrées. Et je note que derrière cela, il y a quand même des enjeux de reconnaissance et des enjeux de financement. Il y a des enjeux de reconnaissance, ça a été dit, concernant le statut, à la fois le statut en fait de la ferme municipale ou assimilée, ou le statut des agents, en fait, des personnes, des travailleurs qui sont sous ce régime-là. Alors effectivement, dans l'atelier numéro 6, ça a été évoqué. Il y a une possibilité théorique donnée par un règlement de la politique agricole commune, effectivement, qui pourrait donner droit à. Mais juste pour rappel, historiquement, pourquoi dans le règlement de base de la politique agricole commune, il y a un article sur l'agriculture, ce qu'on appelle l'agriculteur actif, la notion d'agriculteur actif, c'est tout simplement parce que dans le passé, il y a eu des abus. Il y a eu des abus pendant des dizaines d'années. Il y a des aides de la politique agricole commune qui étaient versées à des entités qui n'étaient pas agriculteurs actifs. Pour vous rappeler qu'il y a eu des golfs, des aéroports, des clubs sportifs, des sociétés de chasse, etc., qui bénéficiaient des aides de la PAC sans avoir une activité agricole derrière. Donc c'était pour mettre fin à ce type d'abus qu'il y a eu effectivement des avancées et une définition de l'agriculteur actif. Mais dans votre cas, c'est un petit peu particulier, on n'est pas tout à fait dans le même registre, puisqu'il y a une production alimentaire derrière. Donc effectivement, il faudra repositionner cette question de la définition et du statut par rapport au règlement de base. Mais attention toutefois, si par défaut, effectivement et légitimement, Gilles, vous aspirez à pouvoir bénéficier de certaines aides de la PAC pour acquérir une reconnaissance, je rappellerai que ces fameuses aides de la PAC, finalement, ces aides de base, ces paiements de base, intrinsèquement, n'implique pas que vous produisiez des denrées alimentaires derrière. Il n'y a pas d'automaticité, pardon. C'est-à-dire que ces aides sont à l'hectare, c'est des aides basées à l'hectare pour soutenir des revenus que vous produisiez ou pas. C'est le fameux découplage des aides historiquement. Donc que vous produisiez ou pas, vous pouvez toucher ces aides si vous respectez un minimum de bonnes conditions agricoles et environnementales. Et si je dis cela, c'est que la politique agricole commune est un petit peu déconnectée des enjeux alimentaires, des enjeux de transition alimentaire et de ce que vous portez. Donc par défaut, de manière transitoire, on peut se dire effectivement que ça pourrait être un complément utile à votre reconnaissance, mais ce n'est pas forcément le meilleur instrument financier pour soutenir vos démarches. Donc oui, c'est sans doute une première étape, un pied dans la porte qui est sans doute nécessaire pour challenger effectivement les autorités de gestion au niveau européen et national. Mais je pense que derrière cela, il faudra trouver mieux. Il faudra trouver mieux par rapport aux nombreux services rendus, au-delà effectivement de la production alimentaire, mais les services rendus en termes de maintien, création d'emplois, et puis de fourniture d'autres services liés effectivement à l'entretien de l'espace, liés à la protection des ressources naturelles, liés à la santé également, etc. etc. Par rapport au financement, justement, j'ai entendu hier effectivement qu'il y avait une diversité d'instruments financiers qui étaient mobilisés. On a parlé du LEADER, du FEADER,
de financement nationaux, de financement des régions, des départements, des EPCI, effectivement. Donc, chacun a essayé de trouver dans son propre territoire ce qui lui était plus facilement accessible. Ce n'est pas satisfaisant, effectivement, à date. Et je pense que, j'en discutais avec une personne de l'ADEME tout à l'heure, ce n'est pas satisfaisant à date, mais je pense qu'il y a quelque chose à proposer, quelque part entre un mix entre les appels à manifestation d'intérêt de la Banque des Territoires avec les démonstrateurs territoriaux pour la transition alimentaire et le FEADER pour permettre aussi des aides à l'investissement. Hein, donc, de trouver un mix pour pouvoir bénéficier d'aides au fonctionnement et d'aides à l'investissement. Il y a une réflexion à poursuivre là-dessus. Ensuite, en tant qu'élu en particulier, vous vous impliquez et vous préparez l'avenir avec, je dirais, des investissements stratégiques. Ce sont des investissements stratégiques qui permettent de préparer l'avenir. Et vous avez un peu, quelques-uns ont parlé de planification écologique dans les débats. Moi, je souscris parce qu'effectivement, vos démarches cochent de nombreuses cases. Il y a un point, peut-être que j'ai raté quelques ateliers, je n'ai pas pu aller dans tous les ateliers, mais il y a un point en particulier quand on parle de planification écologique qui m'intéresse effectivement. Enfin, vous allez me corriger si ça a pu être évoqué. C'est la traduction de vos démarches dans les documents d'urbanisme, et notamment dans les SCOT et dans les PLU. C'est-à-dire que vos démarches contribuent effectivement à soutenir des formes de résilience alimentaire dans des métropoles, des agglos, des communautés de communes, etc. Et de la même manière qu'on discute en ce moment au niveau des territoires sur des zones d'accélération pour les énergies renouvelables qui pourraient avoir leur place dans les documents d'urbanisme, pourquoi à l'avenir ne pas songer, ne pas prévoir effectivement, au-delà des zonages que l'on connaît, sur les zonages agricoles, les zonages d'espaces naturels, effectivement, dans les documents d'urbanisme, d'avoir une place spécifique pour la résilience alimentaire, pour sanctuariser aussi des terres agricoles. Et là, on touche à la question du foncier. Effectivement, sanctuariser du foncier à vocation alimentaire. Donc ça, c'est une piste de réflexion qui m'intéresserait. Et puis pour terminer, je suis un petit peu long, pardon. Pour terminer, pour revenir effectivement à la question de la reconnaissance et à la question de l'accompagnement et du soutien financier, effectivement, par défaut, on se contente des instruments qui existent aujourd'hui, mais il faudra contribuer à inventer de nouveaux instruments financiers d'accompagnement pour vos démarches. Mais cela démontre que les approches collectives, les approches territoriales et les approches collectives, qui permettent à la fois de soutenir des investissements, du fonctionnement, de la formation, de la montée en compétences, on a besoin de tout cet ensemble, de tout ce mix pour quelque part investir beaucoup plus dans les ressources humaines, dans le collectif, que dans les hectares quelque part. Donc c'est pour ça que il y a la PAC, mais encore une fois, je pense que vous pouvez préfigurer effectivement un modèle d'avenir sur de futures politiques agricoles et alimentaires communales ou intercommunales qui pourraient être davantage soutenues via des mécanismes qui restent à inventer avec les pouvoirs publics. Voilà. Bien difficile de passer après Samuel. Alors moi, vraiment, j'assume ma casquette de candide et de commentateur, de grand témoin, beaucoup moins expert. Alors moi, le rapport d'étonnement, je vais le commencer avec vraiment un étonnement très sensible, très formel. La première, c'est que j'ai été étonné de voir l'engagement de tous les participants et toutes les participantes. Ayant l'habitude d'être dans des événements universitaires, d'être dans des événements d'entreprise, des séminaires d'entreprise, des choses comme ça, croyez-moi, pendant les pauses café, pendant les pauses déjeuner, pendant les pauses dîner, on parle 5 minutes à peu près de notre sujet de recherche. Et puis le reste, on parle d'autres choses, des vacances, des enfants, des choses comme ça. Et alors là, j'ai été étonné qu'il s'agisse des pauses café, qu'il s'agisse d'hier soir, qu'il s'agisse de la visite de la régie, etc. Il y avait véritablement des échanges qui n'ont pas arrêté sur cette question des régies municipales. Et donc, je me dis, ça veut dire qu'il y avait vraiment... Alors,
je sais que vous aimez beaucoup la quantification et l'évaluation. Moi, je pense que cet engagement des participants et des participantes est déjà un très bon signe de réussite de l'événement, puisque je pense que ça répondait véritablement à un besoin de rencontre, de dialogue, de discussion, d'échange, voire même, pourquoi pas, de critiques et autres choses, et donc d'échange de connaissances. Donc ça, c'est vraiment ma première source d'étonnement. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Les universitaires sont des gens très sérieux. Bon, à partir de 18h, à la fin d'un colloque, un tout petit peu moins quand même. La deuxième source d'étonnement, c'est quand en écoutant la table ronde d'hier, en prenant connaissance des posters qui étaient affichés hier à la régie, c'était les dates de formation des projets. Alors bon, Mouansartou fait bien sûr office de pionnier, mais j'entendais des 2020, 2021, 2022, 2023. Et je me dis que finalement, il y a un vrai mouvement qui est en train d'émerger. Alors, un mouvement... remettons toutes choses en perspective. Un mouvement, certes, je pense que Sodexo ou Eurest ont encore des très belles années devant eux, mais en tout cas un mouvement qui émerge, et donc des nouveaux modèles, des nouveaux systèmes alimentaires locaux, et ça j'y tiens, je vais revenir un petit peu après, qui émergent. Et ça me semble vraiment très, très, très important. Alors, une émergence parmi une sorte... Je vais prendre un terme communiste, puisqu'on a traité certaines personnes de communistes ici. Alors peut-être, ici dans la salle, on a une sorte d'élite éclérée, d'avant-garde de la Révolution, mais peut-être, et ça va être vous avez commencé à l'évoquer énormément dans les échanges, cette question de la communication. Vous saviez plus ou moins ce qui se passait autour de vous, etc. Moi, je me place, c'est pas très compliqué, hein, mais je me place comme un urbain, pas forcément intéressé par les questions de régime municipal, d'agriculture, très très éloigné des questions de production agricole, d'approvisionnement des écoles, d'approvisionnement des crèches, des lycées, des collèges, etc. Et je me dis, il y a un consensus sur la pertinence de telles initiatives. Je pense que ce n'est même pas véritablement discutable. Par contre, comment faire connaître des initiatives, comment participer à une sorte de mise à l'échelle et de meilleure connaissance. Une meilleure connaissance, pas uniquement pour discuter de manière un petit peu nébuleuse, mais pour susciter de nouvelles vocations. Et ça, j'imagine que si la constitution d'un réseau, s'il y a, et j'imagine qu'il va y avoir, doit avoir bien entendu cette question de la communication. Alors, utilisons, si vous voulez, un terme de lobbying auprès des acteurs, des décideurs publics ou privés. Mais donc, vraiment, ça me semble vraiment important. Deuxième chose, et là, j'ai pris ma casquette de géographe. Bon, vous ne savez pas vraiment ce que c'est la géographie, c'est normal, hein, les géographes eux-mêmes ont du mal à l'expliquer au grand public. Disons qu'une des spécificités... Bon, on ne s'intéresse pas uniquement aux plaques minéralogiques. Je veux dire, si vous me dites, je ne sais pas moi, 35, je sais que c'est l'île Vilaine, mais la géographie, c'est quand même beaucoup plus que ça. Donc l'une des spécificités de la géographie, de la méthode géographique, c'est d'essayer, en tout cas, réussir, je ne sais pas, mais en tout cas d'essayer de faire dialoguer les échelles. Et pendant cette journée et demie, on a fait dialoguer les échelles géographiques. C'est-à-dire que j'ai essayé de manière très modeste, hier, d'avoir une présentation des grands enjeux globaux. Vous êtes finalement à l'échelle locale des réponses concrètes, opérationnelles à ces enjeux globaux. Et donc c'est vraiment quelque chose qui m'a semblé passionnant de voir comment autour finalement d'objectifs peu ou prou assez similaires, qu'on soit à Épinal, à Villejuif, à Mouansartou, à Roquebaron, et bien sûr j'en oublie, autour de ces enjeux généraux, communs, partagés, comment se mettent en place des déclinaisons locales et comment s'expriment les spécificités de chaque territoire autour de ces enjeux généraux, et ça vraiment. Alors j'ai entendu beaucoup le terme de bricolage. C'est bien le bricolage, moi j'aime bien le bricolage. Moi quand même, quand je vous entends, quand j'entends les tables rondes, quand j'entends les prises de parole, quand j'écoute les échanges qui ont été faits là autour de cet atelier, je me dis qu'on est quand même un peu plus que du simple bricolage. C'est-à-dire qu'il y a une véritable prise de conscience, il y a une véritable tentative d'apporter des réponses concrètes. Et je suis vraiment heureusement étonné par la hauteur intellectuel, technique, opérationnel du contenu de vos échanges, vraiment. Bon, alors peut-être parce que je suis le candidat de service, donc pour vous ça semble évident, mais pour le candidat que je suis, ça n'est pas tant que ça. Alors ensuite, j'ai essayé d'être le bon chercheur, le bon étudiant que j'ai essayé d'être pendant ma scolarité. Alors,
ce serait impossible de synthétiser tout le contenu des discussions et des échanges. Mais bon, vous savez, on a toujours des trucs quand même, des trucs méthodologiques. Un de mes trucs, moi, c'est d'essayer de récupérer des mots comme ça et d'essayer de synthétiser autour de certains mots. Alors, j'en ai retenu 3. Et donc, à la fois de vos discussions, des ateliers. J'ai pas eu l'occasion d'assister malheureusement à tous les ateliers. J'ai papillonné, j'ai eu l'occasion d'assister à 3 ateliers. Le premier mot qui me semble absolument vraiment important, c'est le terme de convaincre. Et convaincre à toutes les échelles et différents types d'acteurs. Convaincre les décideurs politiques de la pertinence, de la pérennité d'un modèle, de vos modèles, de vos initiatives, de vos projets. Convaincre aussi, vous aurez compris, je suis géographe, donc les échelles, convaincre aussi à l'échelle des cantines, à l'échelle des cuisines, les convives, les familles de la pertinence du modèle, convaincre aussi les agents eux-mêmes, les cuisiniers. On en a parlé un petit peu lors de la restitution de notre atelier hier. C'est un gros travail quand même. C'est un gros travail d'évangélisation, si je puis dire, des équipes de cuisine et de leur montrer à quel point finalement le fait de travailler en régie municipale, de travailler des produits bruts, de travailler des produits locaux, etc., était beaucoup plus... Alors, certes, une dimension sanitaire, diététique, nutritionnelle importante, mais était aussi une valorisation de leur activité. Et c'est des choses de valorisation de leur savoir-faire. Et donc, c'est vraiment un gros travail, me semble-t-il, qui est à mener et que vous relevez quotidiennement. Donc, premier terme, convaincre. Deuxième terme, qui est très à la mode, c'est la question de l'adaptation. Et là encore, une adaptation qui part un petit peu dans tous les sens. Une adaptation au territoire et à leur spécificité, c'est ce que je disais, je parlais de déclinaison locale. Des adaptations aussi culturelles, des adaptations au changement climatique. Quand on a visité la régie hier, alors moi j'étais dans le groupe de Sylvain, si je ne me trompe pas. Sylvain nous disait, oui Sylvain, c'est toi là-bas. Sylvain, il est multicasquette, il fait des... Comment dire, il prépare le buffet, il fait des visites de la régie, il fait des reprises des ateliers. Oh, mon Dieu, mais quel talent. Donc Sylvain nous montrait sur certaines parcelles de la régie des tentatives justement pour s'adapter aux nouveaux enjeux environnementaux, aux enjeux écologiques. Donc adaptation culturelle et puis aussi adaptation aux convives. Dans notre atelier hier, on parlait de l'utilisation des épices par exemple pour convaincre et pour séduire les élèves, les étudiants, les petits-enfants, etc. Donc l'adaptation. Et le troisième terme, c'est le terme, alors peut-être un petit peu plus abscon, le terme d'écosystème, moi, que j'utilise beaucoup. Alors d'écosystème, parce qu'il me semble assez intéressant, il a un double sens, une polysémie du terme. Écosystème en rapport avec les écosystèmes sur un terme environnemental, biologique, écologique, et un terme d'écosystème, des écosystèmes humains. Et tout le fait même d'être ici, cette volonté de créer des réseaux, etc., de fonctionner en synergie, en interconnexion les uns avec les autres, dans des territoires qui sont parfois très éloignés les uns des autres. Bon, alors bien sûr, notre ami réunionnais est là, mais bon, sans aller jusque dans l'océan Indien, entre Épinal, le nord de la Grande-Sainte et Montsartou, il y a quand même des certaines distances. Et même si on est dans un monde globalisé où les distances sont de plus en plus, relatives, quand même, elles restent quand même assez importantes. Donc cette question d'écosystème me semble aussi intéressante. Donc voilà, trois termes pour essayer, alors de manière bien modeste, j'en ai bien conscience, de synthétiser, donc convaincre, adaptation, adapter, s'adapter, et les écosystèmes. Et je finirai avec deux questions et une dernière remarque. Les questions, et là, je n'ai pas de réponse du tout, c'est vraiment, je lance une bouteille à la mer. La première, je serais très, très curieux de savoir s'il existe des initiatives similaires ou assez proches à l'étranger. Première chose. Deuxième chose, je me posais la question de savoir si des modèles économiques complémentaires, je ne vais pas dire des nouveaux modèles, mais des modèles économiques complémentaires sont envisageables. Et là, vraiment, je prends ma casquette de Candide, je n'ai pas de réponse. Je me dis, en vous écoutant, vous parlez énormément des acteurs publics. Je me dis, mais quid quand même des acteurs privés? Et quand je parle des acteurs privés, je parle quand même des acteurs agroalimentaires qui pourraient être intéressés justement sur... Alors là, vraiment, j'assume ma méconnaissance là-dessus, sous forme de mécénat, sous forme de fondation. Vous avez des fondations d'entreprises qui pourraient, j'en suis intime,
intimement persuadés, être intéressés par ces projets locaux. Alors peut-être de manière purement fonctionnelle pour faire bien dans leur comité directeur, mais aussi, moi j'en rencontre tous les jours dans mon activité de conseil, des gens qui se rendent compte qu'on arrive à quand même à un certain stade et à une limite dans le système actuel, et donc qui seraient partants pour peut-être accompagner de manière financière, de manière logistique, de manière marketing, de manière communicationnelle, etc., vos projets locaux. Et donc, ma dernière remarque, et je m'arrêterai là-dessus parce que moi aussi j'étais beaucoup trop long, je pense, c'est que je tenais à vous remercier parce qu'on est dans une période pour le moins, hystérisé, tendu, appelez ça comme vous voulez, et ben en fait, vous me donnez beaucoup d'espoir sur la politique. Alors, je ne parle pas du tout de cette politique politicienne comme on entend quand on allume la radio ou la télé, donc de petites alliances à un court terme, ce n'est plus un court terme, c'est à l'heure, quasiment à quelques heures près. Et en fait, vous montrez que la politique, vous êtes des vrais acteurs politiques, bien plus que, que les visages qu'on peut avoir dans les médias ou les voix qu'on peut entendre à la radio. Je vous rappelle quand même que la politique, c'est la vie de la cité. Vous, qu'est-ce que vous faites de plus que de donner vie à la cité en la nourrissant? Et d'ailleurs, je vous rappelle, si ça vous intéresse, que l'histoire même de la ville, elle commence avec l'agriculture. C'est-à-dire que l'histoire des premières villes, elle vient de la volonté de se rassembler autour des lieux de production, de stockage. Et donc, à partir de ça, c'est vraiment faire l'histoire urbaine à la truelle, je m'en excuse d'avance, mais dites-vous, vous êtes vraiment ces acteurs, bien des acteurs politiques incroyablement puissants, vous n'en avez peut-être pas forcément conscience, mais vous me redonnez foi en la politique. Donc, vraiment, merci. Et je finirai là-dessus. Évidemment, j'ai retenu les attentes nombreuses qui se sont exprimées au cours de ces réunions, la reconnaissance d'un statut pour les agriculteurs municipaux, la demande d'accompagnement technique, juridique, financier, en somme des choses très concrètes. Et il y a une demande très forte qu'il va falloir accompagner et à laquelle il faut répondre. J'espère qu'on arrivera donc à structurer cet effort collectif pour faciliter vos initiatives, inspirer d'autres collectivités qui peuvent réfléchir à ce type de projet, mais qui se trouvent confrontées et qui sont un peu dissuadées par les obstacles techniques, juridiques, financiers. Donc si on arrive à mettre en place une forme de guide pratique de la ferme municipale à destination des collectivités locales, je suis absolument convaincu que de nombreuses collectivités prendront le pari que vous avez fait avec un chemin qui sera déjà balisé et qui sera beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Donc offrir de la sécurité juridique, ça c'est un élément véritablement fondamental. Et je le dis, promouvoir et obtenir la création d'un statut protecteur. J'ai aussi identifié quelques enjeux qui vont alimenter nos réflexions à venir. D'abord, la question de la coopération entre les collectivités locales. Pourquoi ? Pour produire ensemble. Donc on en a un petit peu discuté hier, mais aujourd'hui, les collectivités, lorsqu'elles décident de créer des fermes municipales, elles produisent d'abord pour elles-mêmes, mais demain, il pourrait y avoir une nécessité de produire ensemble et de distribuer ou de partager la production entre des collectivités et d'anticiper aussi les enjeux liés au réchauffement climatique. Tout à l'heure, une dame disait que avec le réchauffement climatique, toutes les cultures n'étaient plus possibles et donc il va falloir diversifier les productions, ce qui veut dire que sur un même bassin territorial, différentes collectivités pourraient avoir des difficultés à produire des aliments utilisés au quotidien, et donc il faudrait faire appel à d'autres fermes municipales pour répondre aux besoins de la population. Le deuxième enjeu, c'est de réduire les coûts de fonctionnement et de gestion des collectivités qui décident de mettre en place ce type de projet sous la forme de régie municipale, parce que c'est un vrai enjeu. Et donc il faut peut-être penser à des mécanismes comme la création d'une redevance ou imposer, alors lorsqu'on décide de vendre la production en direct aux citoyens, de leur demander une petite contribution financière, ce qui permet de réduire les coûts. Je pense qu'il y a beaucoup de mécanismes et de solutions à trouver. Le troisième enjeu que j'ai identifié, c'est celui qui consiste à impliquer les citoyens. Donc, comment est-ce qu'on fait pour déclencher une dynamique sur le territoire et donc d'engager un petit peu la volonté et créer une dynamique avec les citoyens eux-mêmes. Ça, c'est vraiment important non seulement pour se rassurer sur l'utilité et la pertinence du projet, mais aussi pour utiliser ce soutien public comme un levier auprès des administrations lorsqu'on va demander un soutien administratif, financier ou autre. Le quatrième enjeu, on en a beaucoup parlé, je serai bref là-dessus, c'est celui du plaidoyer auprès des acteurs publics.
Donc leur faire comprendre qu'un mouvement, et tu as utilisé le terme mouvement, je suis tout à fait d'accord, il y a un vrai mouvement qui est en cours, il est en train de se structurer progressivement, et qu'il faut un véritable accompagnement pour faciliter les démarches et les projets. Alors non seulement de ceux qui ont déjà pris le pari de lancer ce type d'initiative, mais pour aussi inspirer les autres collectivités. Cinquième enjeu, le dernier, c'est celui de diffuser l'information. Donc on en a parlé un petit peu, diffuser l'information en France, mais aussi en Europe. Alors vous le faites déjà, mais demain, il y aura bien davantage de territoires qui seront inspirés, intéressés, intrigués par ce projet. Chacun aura ses propres contraintes techniques, ses propres contraintes réglementaires, mais la même volonté sera présente, et il va falloir accompagner ce mouvement pour reprendre en main la production agricole et protéger un petit peu la santé des citoyens contre l'utilisation de tous ces pesticides et perturbateurs endocriniens. Donc encore une fois, je voudrais vous remercier d'abord des initiatives que vous avez prises chacun sur vos territoires, parce que ce sont vraiment des initiatives qui sont utiles, qui sont attendues de la part de nos concitoyens. Et une petite remarque que je me suis fait tout à l'heure en discutant avec l'un d'entre vous, c'est que au fond, lorsque Montsartou tout a commencé il y a quelques années, alors ils n'anticipaient pas l'ampleur que le projet allait prendre, mais au fond, même sans le savoir, quand ils ont décidé de planter des tomates ici au Montsartou, en fait, ils ont planté des tomates un peu partout en France. Et donc, il y a cet effet de réseau c'est un peu cet effet papillon qui s'est développé et qui va aussi prendre de l'ampleur grâce à vos initiatives. Donc, quand vous plantez des graines dans vos fermes municipales, en fait, vous plantez un petit peu d'espoir et un petit peu d'attente un peu partout en France. Et c'est tout le mal que je souhaite à ce futur réseau qu'on est en train de faire naître aujourd'hui. Merci à tous.